Bonjour à tous et à tous. Merci d'être avec nous, pour ce dernier webinaire, de la série, Le climat dans vos classes. Donc ce webinaire, il sera sur un sujet, crucial, la ressource en eau dans un climat qui change. Et pour ça, aujourd'hui, on est avec Yves Tremblay, qui est hydrologue à l'IRD, et Simon Klein, médiateur scientifique à l'OCE. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Alors pour commencer, je vais présenter, très rapidement l'OCE, comme à chaque fois. Donc on est une association qui a été créée en 2018 en réponse à l'article 12, de l'accord de Paris. On est un centre qui est sous l'égide de l'UNESCO et aussi un membre observateur du GIEC. Donc l'idée, c'est un peu de faire le pont entre le monde éducatif et le monde scientifique. Et notre mission, c'est, de soutenir la mise en œuvre, d'implémenter une éducation de qualité sur le changement climatique dans le monde entier. Donc cela, ça passe par plusieurs actions. On a la production de ressources pédagogiques, dont Simon vous parlera au cours du webinaire, mais aussi des formations d'enseignants et aussi de l'appui aux politiques publiques. Je profite aussi de cette petite introduction pour vous parler d'un événement qui va bientôt arriver à l'OCE. Donc c'est la Teachers COP, donc la COP des enseignants, qu'on réalise depuis maintenant 5 ans. Donc c'est un événement international qui a lieu pendant la COP climat. Et l'idée, c'est vraiment de montrer auprès des politiques et décideurs du monde entier qui seront à la COP, le travail des enseignants, les défis auxquels ils sont confrontés et aussi à quel point ils jouent un rôle clé dans la réponse climatique. Et donc, comme chaque année, on est à la recherche de projets et d'initiatives que vous avez déjà mis en place sur l'éducation au changement climatique. Il peut s'agir de projets d'atténuation ou de projets d'adaptation. Donc voilà, c'est ouvert, aux enseignants du primaire, du secondaire, aux formateurs, aux chefs d'établissement, et cetera. Et pour participer, il y a rien de plus simple, à partir du 11 juin, normalement, la semaine prochaine, vous aurez accès, à un formulaire sur lequel, vous pourrez, présenter votre projet. Il y aura diverses questions, les objectifs du projet, son impact, où il a été mis en place. Vous pouvez, envoyer des photos, et cetera. Donc voilà, pour, être au courant, je vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Donc on est sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Blue Sky et aussi à vous inscrire, à notre newsletter. Donc dès que tout sera prêt pour la Teacherscope, vous verrez tout ça sur nos réseaux et puis, ça vous permet aussi de suivre, toutes nos autres actualités donc comme, la publication de nouvelles ressources, des formations, et cetera. Alors, maintenant, on va parler du webinaire en tant que tel. Donc, comme d'habitude, on aura un éclairage scientifique par Yves Tremblay, qui sera suivi d'un éclairage pédagogique avec Simon, qui présentera des ressources de l'OCE. Et enfin, on aura une session de questions-réponses. Donc, je vous invite, si quelque chose vous taraude, à utiliser l'outil Q&A qui est en bas de votre écran. Et ensuite, pour faire une sélection, vous pouvez liker les questions, dont la réponse vous intéresse le plus. On essaiera de répondre, à tout. Voilà, Yves, je te laisse la main. OK, merci. Bonjour à tous. Je vais tout de suite partager mon écran. Parfait. Ben, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Yves Tremblay. Je suis hydrologue, donc je travaille comme directeur de recherche à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Je suis basé à Montpellier et je travaille beaucoup sur tout ce qui touche aux impacts du changement climatique sur l'hydrologie. Et aujourd'hui, je vais vous parler, de ça, avec un focus un peu sur les risques liés à l'eau. Donc tout ce qui touche, aux sécheresses d'une part, donc les déficits en eau, on va voir, que c'est une thématique importante en contexte changement climatique et aussi l'autre extrême, qui est les pluies intenses et les inondations. Alors, pour commencer un petit peu des généralités, mais qui sont très importantes et fondamentales pour comprendre comment, nous, hydrologues et les climatologues aussi, on travaille sur l'évolution du climat et son impact sur l'eau. Déjà, on peut représenter une manière, enfin, de manière assez simplifiée, le cycle de l'eau tel qu'on le connaît à gauche. Donc, on a, le soleil qui réchauffe la Terre, on a de l'évaporation de l'eau à l'échelle des océans, mais aussi des continents. On voit bien qu'il y a 2 flèches qui sortent de l'eau ici, de la mer et de la terre. Cette évaporation se transforme ensuite en précipitation, notamment sur les reliefs des montagnes. Cette eau qui coule, ruisselle, se transforme en cours d'eau et rejoint la mer. Donc ça, on peut dire que c'est un cycle de l'eau très, très simplifié, très idéalisé. Et ce qu'on attend en contexte de changement climatique, c'est d'une part des températures plus chaudes,
Donc ça veut dire un effet de des gaz à effet de serre plus important. Qui dit atmosphère plus chaude dit plus de capacité à contenir de l'eau, donc potentiellement plus d'évaporation à la fois au niveau des océans et des surfaces continentales, qui peuvent devenir par ailleurs plus sèches du coup s'il y a plus d'eau qui s'évapore, et aussi plus de pluie, plus de ruissellement dans certaines régions, et cetera. Donc ça, c'est une image un petit peu idéalisée, et on va voir juste après qu'elle est relativement fausse à l'échelle globale, même si c'est utile ce genre d'image pour, comment dire, vulgariser, expliquer ce qui se passe. Mais en fait, il y a des nuances, régionales quand même très importantes. Par exemple, si on explique aux gens, du Maghreb, en Afrique du Nord ou plus récemment dans les Pyrénées-Orientales que le changement climatique induit plus de précipitations, ils vont nous dire: «Attendez, c'est un peu bizarre comme message». Voilà. Alors déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'une variabilité forte, des pluies, des précipitations à l'échelle de la planète et à l'échelle des saisons. Donc là, il y a une petite animation qui vous donne en fait les cumuls de pluie pour chaque mois de l'année, et on voit clairement qu'il y a des zones plus ou moins sèches, plus ou moins humides, notamment les zones tropicales, ici les forêts de l'Amazonie, et puis du Congo sont très, très humides. On a aussi des déserts, ça n'aura échappé à personne. Voilà, donc il y a une grande variété dans la répartition spatiale des pluies à l'échelle de la planète et à l'échelle des saisons. Par exemple, chez nous, on a plutôt des pluies, donc je parle en Europe, hein, notamment, Méditerranée, France. On a plutôt des pluies pendant la saison hivernale, alors qu'on a un été assez sec. Donc on voit bien qu'il y a des différences importantes au niveau des précipitations, à la fois dans l'espace géographique et dans le temps. Et en fait, cette répartition, elle est largement influencée par le petit schéma qu'on voit ici, qui représente en fait la circulation globale des masses d'eau atmosphériques, avec des zones de haute pression, des hautes dans le cyclone des Açores par exemple, qui vont avoir ici au niveau des tropiques une influence sur, la réduction des précipitations, en tout cas on n'a pas beaucoup de pluie dans ces zones-là. Et ce qu'on observe en contexte de changement climatique, c'est un bouleversement de cette circulation. On a notamment, ces cellules-là qu'on appelle les cellules de Hadley qui ont tendance à remonter vers le nord. C'est-à-dire qu'on va avoir dans le sud de l'Europe des conditions qui se rapprochent de plus en plus aux conditions climatiques qu'on observe actuellement dans le nord de l'Afrique. Donc voilà, c'est pour expliquer qu'on a beaucoup de variabilité des phénomènes et en aucun cas une réponse uniforme à l'échelle de la planète en contexte changement climatique de l'évolution des précipitations. Un autre paramètre très important pour comprendre le cycle de l'eau, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc à la fois l'évaporation de l'eau, ici par exemple au niveau des lacs, des rivières ou des océans, l'évaporation, et la transpiration des plantes, des végétaux, des arbres, des prairies. Donc tout ça, en fait, c'est de l'eau qui retourne dans l'atmosphère sous forme plutôt gazeuse, vapeur d'eau, et on sait que cette évapotranspiration est influencée par différents facteurs. Alors, en premier lieu, la température et la radiation. Plus il fait chaud, plus l'eau s'évapore, mais pas seulement. On a aussi, des effets importants de l'humidité de l'air et la vitesse du vent. On sait par exemple dans le sud de la France qu'il faut, étendre son linge quand on a des jours de Mistral, ça sèche beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est l'autre, composant très important à prendre en considération quand on s'intéresse au cycle de l'eau. Et voilà maintenant une image beaucoup plus réaliste du cycle de l'eau tel qu'on le connaît, qu'on le conçoit aujourd'hui, donc qui a été traduite, on voit que par rapport à la première figure que j'ai montrée, on est sur des choses beaucoup, beaucoup plus complexes, qui intègrent à la fois l'aspect physique, hein, l'eau atmosphérique, l'évaporation, les précipitations, mais aussi et surtout tous les impacts humains, les usages urbains, les usages industriels de l'eau, qui vont eux aussi impacter fortement l'évolution du cycle de l'eau. Donc pour faire des scénarios d'évolution future, on va dire plausibles, il faut prendre en considération à la fois le facteur, naturel, la physique du climat, l'hydrologie, très bien, mais aussi les impacts humains sur ce cycle de l'eau. Alors deuxième volet, comment on observe le climat et ses changements? Alors il y a plusieurs illustrations ici. On est parti de mesures assez, assez artisanales, mais finalement assez robustes aussi, avec des enregistrements assez manuels, et maintenant on utilise beaucoup des données de stations de mesure automatiques. On a un exemple ici de station météo qui va mesurer les précipitations, la température, et cetera. Et aussi de plus en plus, on va dire depuis les années 70-80 beaucoup, un développement important de l'information satellitaire qui nous permet de documenter beaucoup d'aspects de l'atmosphère, jusque maintenant aux précipitations qu'on arrive de mieux en mieux à mesurer par satellite. Et en France, on a la chance, vous voyez les petits points rouges ici représentent toutes les stations météo du réseau de Météo France. Donc on a la chance d'avoir un réseau très dense de suivi de ces paramètres météo, donc la température, le vent, la précipitation,
sur une longue période, ce qui permet justement de faire un diagnostic de ce qu'on observe en lien avec le changement climatique. Alors un petit aparté sur les précipitations. Il y a une étude qui montrait récemment, donc vous voyez ici en bas à droite un pluviomètre, hein, c'est un appareil qu'on utilise pour mesurer la pluie, donc ça mesure la pluie, toutes les 5 minutes, toutes les heures, tous les jours, donc une mesure automatique. En fait, si on rassemble à l'échelle de la planète tous les pluviomètres disponibles, la superficie qu'ils représentent, c'est, à peine un demi-terrain de football. Donc ça illustre bien les incertitudes qu'on peut avoir sur la mesure de certains paramètres et notamment les pluies, dont on sait par ailleurs, comme on l'a vu précédemment, qu'elles varient beaucoup dans le temps et dans l'espace. Finalement, on arrive à mesurer qu'une petite proportion, des précipitations qui tombent réellement à l'échelle de la planète et c'est là que les données satellitaires deviennent quand même très intéressantes pour essayer de combler les trous dans la raquette, de nos systèmes de mesure. Parce qu'on voit qu'il y a de nombreuses régions du monde, notamment on a ici des régions où on a très peu de densité de stations, ce qui veut dire qu'on a du mal à regarder au long terme ce qui se passe. Deuxième aspect, donc là on parlait des observations, des mesures soit de terrain, soit satellitaires. On a aussi, des modèles de climat, donc qui se basent sur, des équations de la physique pour représenter les processus atmosphériques. On a la Terre ici à droite, découpée en petits carrés et dans chaque petit carré, en fait, on a tout un ensemble d'équations qui vont nous permettre de représenter les courants océaniques, les courants atmosphériques, la pluie, la température. Il faut savoir que ces modèles sont en perpétuelle, amélioration parce qu'on connaît de mieux en mieux le système terrestre et on est en mesure d'avoir maintenant des équations beaucoup plus, réalistes, en tout cas robustes pour représenter les processus. Et pour obtenir des scénarios d'évolution future, on utilise des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre à gauche, qui correspondent grosso modo à différentes trajectoires de nos émissions à l'échelle de la planète. Et ces modèles, combinés avec ces scénarios, nous permettent de faire des projections futures sur le climat dans 20, 30, 50, 150 ans. Alors, un petit rappel assez succinct sur l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, c'est ce qui nous permet d'avoir des températures, on va dire, raisonnables à l'échelle de la planète. L'effet de serre, c'est principalement le CO2, le méthane, aussi une partie de la vapeur d'eau, bien qu'elle ait un temps de résidence dans l'atmosphère très, très réduit par rapport à d'autres gaz. Et en fait, on observe un bilan excédentaire lié à l'influence humaine. Alors, le bilan excédentaire, vous voyez, il est de 1 watt par mètre carré, correspondant à un ordre de grandeur de 240 watts par mètre carré en moyenne reçu par la Terre le soleil. Donc on est quand même sur un petit, une petite valeur, mais qui est significative en tout cas pour provoquer des changements assez drastiques à l'échelle de la planète. Donc maintenant il y a un consensus pour dire que cette évolution des températures et de l'effet de serre en fait est vraiment reliée aux activités humaines, aux émissions. Et il faut comprendre en fait qu'il y a différents mécanismes qui agissent comme un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Par exemple, un cercle vicieux, c'est que plus on a, les calottes glaciaires, la banquise qui fond, donc dans les hautes latitudes, au pôle Nord, au pôle Sud, moins on a de surface de glace c'est blanc, c'est réfléchissant, donc ça a ce qu'on appelle un albédo important, et ben, moins on a ces surfaces, blanches, de glace qui peuvent faire rayonner vers l'atmosphère beaucoup de rayonnement solaire, et ben, on a un effet cumulatif, plus la banquise disparaît, plus le réchauffement est accéléré. On a d'autres cercles, qu'on peut appeler cette fois-ci vertueux, qui vont ralentir le réchauffement. Par exemple, plus on a d'aérosols dans l'atmosphère, notamment liés aux éruptions volcaniques par exemple, plus on va, réduire le réchauffement. Vous voyez, tous ces mécanismes sont assez complexes et il faut comprendre que dans les modèles de climat que j'ai présentés juste avant, ils sont de mieux en mieux compris, de mieux en mieux inclus dans ces modèles, pour essayer de bien comprendre les mécanismes à l'œuvre à l'échelle, du climat. Alors, j'aime bien cette figure qui est issue du dernier rapport du GIEC, qui montre en fait les anciens modèles de climat. Donc on parle anciens là des modèles de 1971, 75, 70, donc des choses assez, comment dire, vieilles par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de résolution spatiale, et cetera. Et on voit en fait que ces modèles, là, il y a une courbe qui montre ces différentes, simulations, tournées maintenant il y a plus de 50 ans. En fait, ils ne sont pas trop trompés sur l'évolution du climat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si on arrive ici aux années 2020, vous voyez que la gamme de température, alors il y a une différence, hein, on a des incertitudes liées aux différents modèles, mais grosso modo, la tendance globale, elle a été bien aperçue par les modèles, sauf peut-être par celui-ci. Vous voyez la ligne marron là qui part un petit peu, on ne sait pas où. Mais globalement, voilà, même les modèles plutôt anciens, avec des processus beaucoup plus simplifiés que les modèles actuels, finalement arrivaient à reproduire l'évolution des températures telles qu'on les connaît. Et enfin, un autre élément de contexte plus global, c'est
On entend souvent, notamment parmi les climato-sceptiques, que finalement les températures qu'on a, observées là ces dernières décennies, on les a déjà observées, puis c'est pas grave, la planète a connu pire. Alors c'est tout à fait vrai, mais si on replace là donc sur une frise chronologique qui repart, je crois, jusqu'à 400 millions d'années, en fait, on a eu effectivement des périodes beaucoup plus chaudes ou plus froides au cours de ces périodes, mais sauf que c'était avant l'humain. Si on replace ça dans une perspective, civilisation humaine, là on est à moins 9000, moins 12 000 ans, donc à peu près les débuts de l'agriculture. On voit que la gamme de températures qui a permis aux sociétés humaines de se développer, on parle là de l'Égypte antique, du Moyen Âge et cetera. Là on est en train de sortir, et notamment les scénarios, pour les années qui viennent, on voit clairement qu'on est en train de sortir de la gamme de variabilité, tout simplement que les sociétés humaines ont connu depuis les origines. Donc ça pose vraiment un vrai souci en termes d'impact et d'adaptation. C'est-à-dire que effectivement, en théorie, ça pose pas un problème pour le système Terre d'avoir ces températures-là, on les a déjà vues dans le passé, là vous voyez, c'est à l'époque des dinosaures. Mais par contre, nous, à notre échelle humaine, on s'attend à des impacts très importants. Alors je vais parler pas mal dans cet exposé d'un gros projet qui a eu lieu sur la France, qui s'appelle Explore 2. Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais simplement ça a rassemblé la plupart des laboratoires d'hydrologie de climat, en France. L'idée, c'était de produire des scénarios d'évolution, des ressources en eau à l'échelle de tout le pays. Et je mentionne cette initiative pour 2 raisons. C'est qu'1, elle est extrêmement complète. J'ai pas d'autres exemples de pays dans le monde avec un tel exercice de modélisation, avec autant de points de simulation, de modèles et cetera. Donc c'est un gros, gros exercice. Et d'autre part, vous allez voir, tous les résultats sont accessibles, vulgarisés, disponibles notamment pour des ressources pédagogiques. Donc ça peut être intéressant d'utiliser, ou en tout cas de recycler certains de ces outputs de ce projet, dans des cours par exemple et cetera. Donc comment on a fait pour ce projet? Donc vous voyez tous les points ici sur la carte en France, c'est les cours d'eau pour lesquels on s'est amusé à modéliser l'évolution, de l'hydrologie en fonction du climat. Donc on est parti des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, de modèles de climat à l'échelle globale, puis régionale à l'échelle de l'Europe. On a corrigé ces modèles, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu de la mécanique un peu technique, et on a fait tourner des modèles hydrologiques et on a obtenu des scénarios d'évolution à la fois du climat et du débit de tous les cours d'eau qu'on voit sur la carte. Donc là, on parle de près de 4000 points à l'échelle de toute la France. Alors, c'est ça qui peut être intéressant, je pense, c'est que donc il y a d'une part des rapports, scientifiques, on va dire, sur les différents résultats du projet, qui sont tous accessibles. Tout est disponible en ligne de manière, gratuite en open data. Donc un Dataverse qui regroupe absolument tout, à la fois les données, les rapports et les différents supports. Et surtout, on a différents sites, des portails d'accès aux données, et notamment 2 portails de visualisation ici, qui permettent de manière très interactive d'aller explorer en fait les résultats, soit au niveau des tendances passées, qu'est-ce qu'on observe au cours des dernières décennies, par exemple sur la Loire, sur le Rhône, et cetera. Ça, c'est le premier site ici qui s'appelle Macao. Et un autre site ici, Méandre, qui va proposer des scénarios d'évolution future, mais là aussi, on peut cliquer, on peut aller chercher de l'information locale, c'est assez intéressant. Et enfin, un MOOC ici, donc une succession de cours en ligne, qui développe de manière beaucoup plus détaillée tout ce que je vous raconte, là aujourd'hui. Voilà, et un petit exemple, par exemple, de fiche station, donc pour chacun des 4000 points sur la carte, on a ce type de fiche résumée, de manière assez didactique, qui va nous montrer, par exemple, en noir, l'évolution pour, l'hydrologie, là j'ai pris la Garonne, je crois, donc un fleuve du sud-ouest de la France. On a l'évolution du débit annuel, donc sur plusieurs périodes, en fonction de différents scénarios, de réchauffement, avec des réchauffements plus ou moins marqués, des contrastes saisonniers plus ou moins forts entre le nord et le sud de la France. Donc voilà, on a les courbes d'évolution, par exemple, du débit, donc ici le débit maximum, annuel, donc voilà. Là, c'est la moyenne, annuelle du débit. On voit clairement qu'il y a une baisse assez marquée. On a ici à la fois la tendance et puis l'intervalle de confiance autour de cette valeur. Et ici, les anomalies, en fait, par année, qui vont montrer les situations de stress hydrique. Donc vous voyez, c'est des résultats assez vulgarisés et je vous invite, voilà, à aller consulter les sites que j'ai présentés ici qui permettent vraiment d'aller explorer, ces résultats, de produire des figures et cetera pour, pouvoir ensuite discuter de cette évolution. Alors, en résumé très global de ce projet Explore 2, les principales conclusions, c'est quoi? Donc ici, on a une carte qui représente avec des couleurs, donc qui vont plutôt soit du marron, soit au vert bleu pour une évolution. On voit clairement ici sur la carte, c'est les débits en été. On voit clairement
une tendance très robuste, très forte à un assèchement généralisé des cours d'eau en été. Si on refait la même carte sur toute l'année, donc non pas sur l'été, mais sur janvier à décembre, on a une différence nord-sud, c'est ce qui est marqué ici par la ligne verte. On a plutôt une baisse aussi du débit toute l'année dans le sud, alors que sur le nord, c'est bien plus incertain. Et enfin, aussi un changement marquant, c'est une profonde modification des débits des cours d'eau dans les zones de montagne, donc les Alpes ici et les Pyrénées, avec dans beaucoup de cas une baisse très, très importante de ce qu'on appelle la fonte nivale, donc qui est issue de la fonte de la neige et des glaciers. Et on a même une modification du régime hydrologique en passant à des cours d'eau plutôt influencés donc par la neige, on appelle ça un cours d'eau à influence nivale, vers un régime pluvio-nival, voire pluvio tout court. C'est-à-dire que la baisse, notamment dans les Pyrénées, est tellement forte de la neige que finalement on modifie en profondeur le rythme saisonnier des écoulements. Et là, une petite diapo qui reprend les éléments qui ont été communiqués il y a quelques mois maintenant par Météo France, qui est le plan d'adaptation maintenant, on table sur un +4 degrés en France. Et pour un peu figer les esprits, 4 degrés en France, c'est quand même énorme. On parle quand même de 10 fois plus de vagues de chaleur, donc c'est quand même des impacts très importants. Jusqu'en 120 nuits tropicales sur le littoral méditerranéen, donc quand même un tiers des nuits chez nous dans la moitié sud avec des températures assez caniculaires. On a un risque accru de feux de forêt, intensité des pluies intenses et 2 mois en moins de neige, en montagne et une sécheresse des sols, quasiment 2 mois supplémentaires. Donc imaginons, avant, on avait juste juillet-août avec des sols assez secs. Maintenant, on rajoute, juin et septembre dans beaucoup de cas. Donc voilà, c'est pour juste noter que ce plan d'adaptation à 4 degrés, 4 degrés, c'est un scénario quand même très pessimiste avec des impacts attendus assez importants. Alors maintenant, je vais continuer sur 2 axes, donc les axes, comment dire? Aléas, liés aux pluies intenses et aux crues et ensuite on va parler des sécheresses. Donc on connaît tous ces images catastrophiques, hein, liées aux crues et aux pluies intenses, notamment dans la moitié sud de la France, mais pas que. On a eu les épisodes récemment dans l'Or-Pas-de-Calais ou aussi en Charente, dans l'ouest de la France, donc ça veut dire que toutes les régions peuvent être impactées. Alors, en termes de risque inondation, ça c'est un rapport récent du ministère de la Transition écologique, on parle quand même de 18 millions d'habitants en France, potentiellement exposés au risque d'inondation et ça représente 26 de la population totale, donc c'est quand même des chiffres très importants et on voit que bien entendu, l'exposition est très forte sur le littoral méditerranéen ici, mais pas que, on a beaucoup d'autres régions avec un risque, assez important. Alors, il y a un aspect, fort quand même, alors j'ai pas beaucoup trouvé de chiffres là, mais, il y a quand même beaucoup encore de logements qui sont construits dans les zones inondables. Donc malgré le fait qu'on sait qu'on est vulnérable dans beaucoup de régions, il y a encore beaucoup de constructions dans des zones dont on sait qu'elles sont à risque. Et j'ai trouvé un rapport de la Cour des comptes, qui est pas vieux, hein, qui date de janvier 2025, et j'ai extrait 2 phrases un petit peu marquantes qui indique une action publique qui n'est pas à hauteur des enjeux, d'une part, et un marché de l'immobilier encore aveugle au risque. Donc ça veut dire que quand même, il y a une prise de conscience nécessaire sur l'exposition à cet aléa et on va dire, sur les aspects de comment on s'adapte et comment on essaie de réduire le risque. Alors, si on regarde là, c'est une carte pour la Méditerranée française, mais finalement on a un résultat un peu similaire en regardant toute la France. On observe qu'au cours du temps, donc là c'est pas des modèles, hein, c'est juste des observations, on observe en fait que l'intensité des précipitations globalement augmente au cours du temps, avec des pluies de plus en plus intenses et une augmentation des surfaces touchées. On voit qu'on a un réseau de mesure très dense, ici chaque point représente une station. Donc ça, c'est le résultat pour le sud de la France qui indique que déjà depuis 30, 40, 50 ans, on observe une augmentation de l'intensité maximale des pluies. Quand il pleut fort, eh ben, il pleut en moyenne de plus en plus fort. Et si on regarde maintenant les scénarios d'évolution future, donc on a pu produire dans le cadre d'Explore 2, on voit bien une France toute rouge. Donc là, je détaille un petit peu. On a 2 périodes futures. On a ici la décennie 2040-2070 et on a ici la fin de siècle 2070-2100 pour 2 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, un scénario plutôt médian qu'on appelle le RCP 4.5 et un scénario plutôt pessimiste, même très pessimiste, avec une augmentation forte et continue de nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à la fin du siècle. Et ce qu'on voit, c'est que dans les 4 cas, pour un horizon proche ou lointain et pour un scénario plutôt médian ou pessimiste, on a du rouge partout. Il n'y a pas vraiment de zone où on a une baisse drastique des pluies intenses. Donc là, on parle de pluies intenses.
des pluies qui se produisent en moyenne une fois tous les 20 ans, donc c'est des épisodes quand même assez forts. Et on voit notamment que pour la fin de siècle et le scénario le plus pessimiste, on a vraiment quasiment toute la France en rouge, avec une intensité de couleurs différente. C'est-à-dire qu'il y a des zones, notamment la partie sud ici, pour lesquelles on a plus d'incertitudes. Il y a différents modèles de climat ici qui sont représentés sur la carte. Et finalement, on considère qu'il y a un signal robuste quand tous les modèles nous donnent le même changement. Et plus on a de l'incertitude, plus on considère que ces changements projetés dans le futur sont pas robustes. En tout cas, on peut pas y apporter beaucoup de confiance. Et ce qu'on observe en France, globalement, c'est une augmentation de l'ordre de plus 20% de l'intensité de ces phénomènes de précipitation. Alors maintenant, si on regarde les crues, donc ce qui se passe au niveau du sol, donc au niveau du ruissellement, la concentration dans les cours d'eau et les débordements de ces cours d'eau, il faut comprendre qu'il y a différentes réponses hydrologiques en fonction du contexte. Si on prend par exemple à gauche un sol imperméable par rapport, par exemple en ville, ici on voit du béton goudronné, etc. Mécaniquement, s'il pleut de plus en plus sur ces zones-là, on va avoir beaucoup de ruissellement. Ça, c'est une relation assez directe, en l'absence de mesures d'aménagement, parce qu'on peut par ailleurs prendre des mesures pour favoriser l'infiltration de l'eau, etc. Mais si on fait rien, voilà, on a mécaniquement une augmentation du ruissellement. Par contre, dans des sols naturels ou cultivés, on a des réponses hydrologiques très différentes en fonction du type de couvert végétal, en fonction des pentes, de type de sol, etc. Donc, c'est pas du tout évident en fait que face à l'augmentation des pluies intenses, on ait mécaniquement une augmentation du ruissellement dans ces territoires. Il y a vraiment une mosaïque régionale à prendre en considération. Et c'est ce qu'on voit ici de manière un peu paradoxale. Donc on a une carte ici de l'Europe, donc ça c'est un papier qui fait référence qui était publié dans la revue Nature il y a quelques années. En fait, ça c'est l'évolution des crues à l'échelle de l'Europe. Et on voit nettement que, par exemple, dans les parties nord, centrales de l'Europe, ici, la Bretagne, le nord de la France, on est dans des couleurs bleues, donc on a plutôt une augmentation, notamment en Angleterre, du risque d'inondation au cours des dernières décennies. Par contre, dans toute la partie sud de l'Europe, ici, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, une partie du sud de la France, on a exactement l'inverse, c'est-à-dire que malgré le fait que les pluies augmentent, on l'a vu tout à l'heure notamment pour l'arc méditerranéen français avec l'augmentation marquée des précipitations extrêmes, et ben on n'a pas le signal correspondant au niveau des crues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut bien dire que, comme je l'ai expliqué précédemment, différents sols réagissent différemment et il y a plein de choses à prendre en considération pour comprendre comment les pluies intenses se transforment ou pas en inondations. Et ça passe par comprendre l'humidité du sol, ça passe par l'occupation des sols, les pratiques agricoles. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, si on regarde maintenant la même carte que tout à l'heure qu'on avait vue sur les précipitations extrêmes et cette fois-ci sur les crues, donc le débordement des cours d'eau, vous voyez qu'ici on a les petits points qui sont les petits points que j'ai montrés tout à l'heure avec toutes les stations sur lesquelles on a fait l'exercice de modélisation. Là, on voit clairement qu'on n'a plus du tout la même intensité de couleur que tout à l'heure sur les précipitations intenses. On a plutôt un signal à la hausse dans la moitié nord de la France, mais encore uniquement dans le scénario le plus pessimiste et l'horizon temporel le plus lointain. Et on a finalement une faible convergence entre les modèles dans la majorité des cas, on va dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'évolution des crues en France, eh ben, on n'a pas du tout un signal robuste vers une potentielle augmentation. Et si augmentation il y a dans les années à venir, eh ben, ça sera peut-être uniquement dans certaines régions du nord de la France, mais en aucun cas un signal généralisé vers une augmentation du risque de crue partout. Alors, pour terminer sur cet aspect cru, il y a différentes choses à prendre en considération face à cette augmentation prévue du risque de pluie intense, donc de ruissellement, notamment dans les zones urbaines, et peut-être dans quelques régions, l'augmentation aussi du risque de débordement de cours d'eau. Donc il y a différents types de mesures structurelles qui peuvent être prises. Alors en haut, on a mis les barrages, mais on a vu que les barrages, c'est pas la solution miracle. On a un épisode catastrophique qui a eu lieu il y a quelques années maintenant, en Libye, où 2 barrages successivement se sont effondrés, après des pluies intenses et on estime qu'il y a eu entre 5 000 et 10 000 morts sur place. Donc voilà, les barrages, c'est pas la solution miracle non plus. Et on a aussi toute une myriade de solutions à l'échelle beaucoup plus locale, notamment ce qui est maintenant très à la mode et qui semble très efficace parce qu'on peut l'implémenter dans beaucoup de zones d'une métropole, par exemple comme Paris ou Montpellier, c'est tout ce qui a trait à la désimpabilisation des sols. Donc ça veut dire rendre des sols, par exemple de parking, perméables à l'eau de pluie. On a ici un bel exemple de parking où c'est plus du béton partout, mais une surface avec des trous et puis de l'herbe entre. Ça veut dire que là, on peut essayer de ralentir les écoulements, favoriser le stockage local, la réinfiltration de l'eau, et donc in fine réduire les dommages, notamment en milieu urbain. Et puis aussi, il y a d'autres mesures de protection. Là, on a un exemple autour d'une maison
ou tout ce qui est, digues et bastards d'eau qui vont permettre de réduire quelque part, les capacités d'expansion des cours d'eau. Mais là aussi, les digues, il faut faire attention, peuvent donner dans beaucoup de cas un sentiment de fausse sécurité face à un aléa. Tôt ou tard, on peut estimer qu'une digue aura une chance d'être, détruite si on a un événement majeur. Et le message peut-être à retenir et la solution la moins chère et la plus efficace, c'est sans doute de ne pas construire dans les zones, dont on sait qu'elles sont inondables. Alors 2e volet, je vais parler cette fois-ci des sécheresses. Donc on a tous en image ces images catastrophiques de végétation morte, de feux de forêt ou de niveaux très bas des cours d'eau ou des barrages. Donc il faut comprendre aussi quand on regarde la sécheresse, qu'il y a différents types de sécheresse. Donc il y a la sécheresse qu'on appelle météorologique, qui est l'absence de précipitations sur une période plus ou moins longue. Alors ça, en termes d'impact, c'est pas direct puisque, ce qui est plus important pour nous, humains, pour la végétation, les animaux, les ressources en eau, c'est l'eau qu'on a au niveau du sol, donc la sécheresse qu'on appelle agronomique, qui est en fait, comment dire? Une suite de la sécheresse météo. Quand il ne pleut pas pendant une certaine durée ou alors que les températures sont très fortes et induisent une forte évaporation, évapotranspiration, et ben, on va avoir un niveau d'eau dans les sols qui va diminuer et là, ça va poser problème, notamment pour les plantes. Et enfin, si cette sécheresse se poursuit sur le long terme, on va aboutir à une sécheresse dite hydrologique avec des bas niveaux à la fois dans les cours d'eau et les aquifères souterrains, avec des fois un assèchement total des cours d'eau, comme on voit ici sur l'image en bas à droite. Alors, il faut comprendre, la sécheresse, ça a été mis en évidence dans le dernier rapport du GIEC comme étant un risque majeur dans beaucoup de régions du monde, et y compris nos régions en Europe et en Méditerranée. Alors il faut comprendre qu'il y a 2 mécanismes à l'œuvre. À gauche, on a d'une part potentiellement, je dis bien potentiellement parce que c'est pas le cas partout, une baisse des précipitations et une augmentation du nombre de jours secs. Il faut comprendre que si les précipitations deviennent par exemple de plus en plus intermittentes, concentrées sur quelques jours de pluie, entre ces épisodes de précipitations intenses, dans un contexte de hausse des températures, on a beaucoup plus de temps, beaucoup plus de potentialité pour que l'eau s'évapore et donc assécher les sols. Donc ça, c'est un aspect sur la variabilité des précipitations, mais qui dans de beaucoup de régions n'est pas très significatif. Par exemple, on n'observe pas de baisse drastique des précipitations en Méditerranée, pourtant des conditions de sécheresse de plus en plus fortes. Et ça, c'est lié à l'autre effet combiné, qui est la hausse des températures, qui induit une augmentation forte de l'évapotranspiration au niveau de l'eau et des sols. Et ça implique qu'on peut avoir des plantes qui vont pouvoir s'adapter, certes, à ce déficit hydrique, mais jusqu'à une certaine limite. Parce que même des plantes très adaptées à la sécheresse, comme l'olivier, la vigne, etc., en dessous de certains seuils de critique d'humidité du sol, eh ben, elles aussi vont dépérir. Alors, si on regarde justement une carte à l'échelle de toute la Méditerranée ici, qui représente un indicateur de sécheresse composite qui prend en compte à la fois les déficits en précipitation, en pluie et l'aspect évapotranspiration lié à la hausse des températures, on voit clairement, la plupart des zones sont dans des couleurs plutôt marron ici, notamment le sud de la France, l'Espagne, l'Afrique du Nord ici, nord-ouest, la Grèce, le Levant. On est clairement en train d'aller dans des situations de plus en plus fréquemment de sécheresse, donc ça pose vraiment des impacts très importants qu'on observe déjà depuis quelques décennies et qui vont malheureusement se renforcer en contexte de changement climatique. Donc ça, c'est une autre illustration. J'ai pris là d'un papier de David Effaranda, le cas de la sécheresse de 2022 qui a impacté grande partie de l'Europe. On voit ici, toute la zone en rouge correspondant à des anomalies fortes de sécheresse, et on voit notamment pour la fenêtre ici correspondant au sud-est de la France, l'évolution temporelle de cette sécheresse sur des périodes par exemple de 9 mois, donc 9 mois consécutifs dans l'année avec un déficit. On voit clairement depuis les années 90 que les périodes en rouge deviennent de plus en plus, étendues dans le temps et de plus en plus négatives, montrant des anomalies en eau très importantes. Donc ça montrait bien qu'on est vers une évolution forte vers des conditions, de sécheresse beaucoup plus fréquentes et intenses. Alors justement, pour revenir encore à ce projet Explore 2 sur la France, on a fait des scénarios d'évolution des sécheresses à l'échelle de tout le territoire. Donc là, je représente, 2 types de sécheresses, les sécheresses météo et du sol, et on voit clairement que toute la France, on est là, il n'y a pas de négatif, c'est-à-dire il n'y a aucune région en France où on s'attend à des sécheresses moins fréquentes. L'augmentation des sécheresses touche toute la France, avec peut-être moins d'effet sur la partie nord ici, notamment pour les sécheresses au niveau météo. Par contre, au niveau des sécheresses du sol, notamment dans la partie sud de la France, mais surtout en été et sur toute la France, on voit clairement, on a à la fois des conditions de sécheresse météo
de plus en plus, arides, on va dire, enfin de plus en plus fortes. Et l'été, par contre, on s'attend à des sécheresses, du sol quasiment, généralisées sur tout le territoire. Donc ça va poser des problèmes, très importants. 2e façon de représenter, c'est le pourcentage par année du territoire français touché soit par des sécheresses météorologiques ici, donc là on voit pas beaucoup d'évolution, on part de 10 à 15. Par contre, si on regarde le même indicateur, cette fois-ci pour les sécheresses du sol, les sécheresses agronomiques, on voit clairement un doublement, voire un triplement de la superficie touchée par année. Ici, par la courbe, on voit la courbe bleue qui augmente. On voit clairement qu'on passe de 10 à 30 quasiment du territoire touché. Et là, si on regarde encore d'une autre manière ces épisodes, avec une bulle correspondant à chaque épisode intense de sécheresse au niveau météo et sécheresse du sol, on voit clairement que c'est plutôt les sécheresses du sol qui ont tendance à devenir beaucoup plus fréquentes. Il y a beaucoup plus de bulles ici à droite qu'à gauche. Et la superficie touchée est de plus en plus importante à mesure qu'on arrive en fin de siècle. Enfin, le dernier indicateur lié aux sécheresses, c'est les sécheresses hydrologiques, donc les déficits en eau à l'échelle des cours d'eau. Et donc là, je reprends les mêmes cartes que précédemment, cette fois-ci encore une fois issues du projet Explore 2. On a clairement une augmentation marquée des conditions de sécheresse hydrologique partout en France. Rappelez-vous cette même carte tout à l'heure pour les crues. On avait peu d'agréments entre les modèles, on était dans des couleurs ici, une augmentation assez faible. Là, c'est l'inverse, on est quand même vers des changements drastiques. Là aussi, pas que sur tout le sud de la France, mais sur tout le pays. Et notamment en fin de siècle, dans le scénario le plus pessimiste, on a vraiment, grande partie du territoire touché, avec quand même des zones d'incertitude ici, par exemple toute la région, bassin parisien pardon et Nord-Pas-de-Calais, avec une incertitude beaucoup dans ces régions liée à comment les modèles, représentent et interprètent les relations entre haute surface et eau souterraine, donc des nappes souterraines. Et ça, c'est des mécanismes assez complexes à comprendre et pour lesquels on a un peu de mal des fois à faire des scénarios, plausibles quant à leur évolution future. Donc là, je reprends les ordres de grandeur parce qu'ils sont quand même assez importants. Donc on a grosso modo 80 des modèles qui convergent vers une augmentation de la fréquence des sécheresses hydrologiques, donc c'est important. Et on a des signaux à la baisse, donc la diminution des débits les plus bas, on estime qu'ils vont peut-être baisser de l'ordre de -40 à -50. Donc c'est vraiment des chiffres assez importants et ça implique une adaptation, on va dire, à mener sur, comment on gère en fait ces déficits en eau, notamment dans les périodes estivales et notamment dans les zones par exemple où on a à la fois une période estivale très sèche et un afflux de touristes important, par exemple sur les littoraux ou sur la grande partie, du bassin méditerranéen français. Alors quelles solutions face aux sécheresses? Alors il y en a plein à lister ici. Moi j'ai fait, quelque chose d'assez schématique peut-être pour alimenter, peut-être les discussions, par la suite. Globalement, la première mesure à retenir et la plus évidente, c'est finalement, il faut aller vers plus de sobriété. Alors, le constat est que quand même, les ménages français consomment de moins en moins d'eau grâce à de nombreuses mesures, par exemple, l'amélioration de l'efficience des appareils électroménagers, les machines à laver, lave-vaisselle, consomment de moins en moins d'eau et ça, c'est plutôt pas mal. Mais on peut encore faire mieux, par exemple, travailler sur les questions de réutilisation de l'eau et on peut se poser la question, par exemple, est-ce que dans nos toilettes, ça vaut le coup de mettre de l'eau potable qui a été traitée? Voilà, ça c'est une question, à discuter. Un autre aspect, c'est améliorer l'efficience des réseaux, puisqu'il y a quand même beaucoup de pertes en eau dans les réseaux de distribution et là aussi des marges de manœuvre importantes. Et enfin, tout ce qui a trait à l'irrigation, là aussi, il y a quand même des choses importantes, qui peuvent être faites. Alors on peut opposer 2 types de mesures, les mesures de grande échelle, je pense que ça vous a pas échappé, à gauche j'ai mis une bassine par exemple. Les bassines, ça pose de gros problèmes à plein de niveaux, et pas que environnementaux, au niveau économique aussi, avec la privatisation quelque part des ressources en eau dans beaucoup de régions. Et on peut penser que ces mesures de grande échelle, souvent, induisent une maladaptation puisque ce qu'on observe grosso modo dans beaucoup de régions et par exemple en Espagne, c'est que plus on met des réseaux d'irrigation efficients et cetera, plus quelque part on va favoriser des consommations d'eau plus importantes et mécaniquement ne pas aller vers un objectif de sobriété. Et on peut opposer à ces mesures, on va dire de grande échelle, de grosse ingénierie, des mesures beaucoup plus locales, un peu de bon sens on va dire, et j'ai mis par exemple des images ici que j'ai prises au Maroc, par exemple, de systèmes d'irrigation traditionnels qui permettent quand même de développer une agriculture vivrière dans des régions pour le coup très arides. Et on a un exemple ici dans le sud de la France, des petites terrasses dans les Cévennes qui permettent là aussi dans des sols à la base très pentus avec beaucoup d'infiltration, beaucoup d'évaporation, quelque part de développer, de favoriser une micro, végétation locale
et permettre, par exemple, des cultures. Donc voilà, il y a quand même pas mal de pistes au niveau local qui peuvent être envisagées et on considère souvent que c'est les systèmes les plus résilients sont ceux qui combinent une multiplicité de petites mesures qui, accumulées ensemble, peuvent avoir un impact plutôt qu'une grande mesure phare de construire un énorme barrage, une énorme bassine qui ont, on a vu des problèmes intrinsèques. Voilà, je finirai par cette illustration qui date de 2017, mais qui finalement est beaucoup d'actualité, et je reste à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup Yves. Alors, maintenant on va passer à l'éclairage pédagogique avec Simon et on aura une session de questions-réponses, à la toute fin du webinaire. Simon, tu veux partager ton écran directement? Ouais, alors attendez, je vais partager. Bah, déjà, moi, j'en profite le temps de faire la petite manip pour remercier Yves, hein, pour toutes ces explications qui étaient à la fois très claires. Et surtout, moi, ce que j'ai apprécié, c'est d'avoir pu montrer voilà, des projets en cours ou enfin tous les projets plus que tu as annoncés au niveau du territoire français et tout. Je trouve ça intéressant, et notamment pour les enseignants voilà, d'avoir aussi des exemples qui soient plus proches de nous. En fait, nous, on n'a pas forcément de ressources qui sont développées, pédagogiques, clés en main sur la question de la gestion de l'eau ou de manière générale, on en a quelques-unes, mais que je trouvais pas forcément très pertinentes à présenter. Par contre, ce que je trouvais assez intéressant à mettre en lien avec bah, tout ce que tu nous as présenté comme éclairage scientifique, c'était la place de la modélisation climatique, qui, en fait, on va le retrouver pas forcément sur la question de la ressource en eau, mais aussi sur d'autres questions sur les événements extrêmes ou autres. Et il se trouve que nous, on vient de sortir un guide pédagogique sur la question des modèles climatiques de manière assez précise, qui détaille un petit peu voilà, comment on pourrait travailler en classe, enfin des idées en fait d'activités clés en main qui ont été testées pour travailler la question de la modélisation climatique en classe. Et ce que je me suis dit, c'était carrément de vous montrer, en fait, sur notre site internet, ça c'est oce.global, vous voyez là. Vous pouvez aller cliquer sur ressources pédagogiques, consulter nos ressources, et là, je vais aller un peu plus vite, parce qu'en faisant un peu de recherche, vous arrivez à cette ressource-là, qui correspond en fait au PDF de ce guide pédagogique qui s'appelle Le climat entre nos mains, modèle climatique. Et juste pour aller rapidement avec vous, et le plus intéressant, je pense, c'est que vous preniez toutes et tous un peu de temps pour vous plonger dans ce manuel, qui peut être fait durant l'été d'ailleurs, c'est très chouette, pour voir en quoi vous pouvez adapter, utiliser certaines des ressources. Et du coup, ce que je trouvais intéressant aussi, notamment par rapport à une des slides que tu présentais, c'est que dedans, on amène à la fois la question de la modélisation, qu'est-ce que c'est une modélisation, une analogie, en détaillant voilà, en différentes séances. Donc, on a trois séquences. Une première séquence vraiment sur le système climatique en tant que système physique, avec les différentes composantes, et on a différentes approches pédagogiques, avec notamment une modélisation à l'aide d'un jeu de plateau qui est vraiment intéressante, permettre aux élèves en fait de comprendre bah, toutes les données et les variables climat, comment elles interagissent entre elles, et surtout comment à partir de là en fait on crée un modèle dans le sens une analogie ou du fonctionnement avec tout ce qu'il y a de boucles de rétroaction et autres. Avant ça, on a toute une activité plutôt de physique, mais qui permet d'approcher le modèle climatique global à partir de données physiques très simples. Et ensuite, la modélisation du climat, là, on rentre plus dans la question de concrètement comment on représente, enfin comment on utilise en fait les modèles numériques notamment enfin, comment les scientifiques du climat utilisent beaucoup les modèles numériques pour comprendre comment ça se passe. Et notamment, ça me fait penser à une des slides que tu montrais vous montrer rapidement celle-là, sur l'évolution des modèles, sur l'évolution en termes de précision et en termes d'enrichissement des modèles au fur et à mesure des années. Et en fait, on propose de faire une analogie assez marrante avec les élèves en utilisant hop, des jeux vidéo, avec toute une série de vidéos pour que les élèves se rendent compte en fait avec, bah là c'est FIFA je crois, ou des jeux vidéo de foot. Comment en fait un jeu vidéo finalement c'est une analogie enfin, c'est une représentation numérique d'une réalité physique quoi, de joueurs qui sont sur un plateau de foot. Et en fait on se rend compte que
Si on détaille chacun, enfin, voilà, il y a une résolution évidemment qui est complètement différente et un esthétique qui est différent, mais malgré tout, tous ces modèles simulent quelque chose de similaire. Mais on va dans de plus en plus de détails et de plus en plus on se rapproche de plus en plus de la réalité au fur et à mesure voilà, de la technologie et tout ça. Donc on trouvait intéressant de questionner en fait l'évolution des modèles, enfin pour amener cette question-là qui est pas forcément très facile à amener en pédagogie chez les élèves au collège-lycée, on la traite de cette manière-là, par exemple. C'était une petite aparté. Après, il y a validation des modèles numériques. Et finalement, la dernière séquence est beaucoup plus sur l'utilisation des modèles, ça, c'est avec SimClima notamment. Et la dernière séquence, ça va être beaucoup plus sur l'utilisation des modèles pour prédire l'avenir, avec notamment une activité multimédia. Je ne vais pas forcément vous la montrer maintenant, mais que vous pouvez... hop, je clique quand même. Que vous pouvez aller voir sur notre site, qui permet de regarder un exemple en fait d'effet, on va dire, combiné du climat et des activités humaines, qui est l'îlot de chaleur urbain, et comment les îlots de chaleur urbain sont amenés d'après les prévisions, selon les rapports du GIEC, amenés à évoluer dans le futur. Vous voyez, on peut se passer en 2020 et en 2100, et ensuite on choisit toute une série de villes, et c'est parti. On peut analyser comme ça les différentes, enfin en gros dans différents contextes, comment l'urbanisme est un facteur aggravant au niveau et comment on peut modéliser ce facteur aggravant. Et ensuite, travailler avec les élèves sur tout un tas de solutions techniques ou urbaines pour voir comment ça influence ça, l'îlot de Charleroi qui est représenté ici, au niveau de cette animation multimédia. Et on est reparti pour les questions. Et j'arrête mon partage. Super, merci Simon. Alors, on avait une question, Yves, sur le diapo 24 de votre présentation, de Muriel qui demande la signification de l'unité et la signification de l'axe vertical. Oui, alors j'ai pas beaucoup précisé effectivement, mais dans beaucoup de mes figures, je montrais en fait, la convergence entre les modèles. Concrètement, quand on a ici par exemple 17 modèles de climat, quel pourcentage de modèles pour chaque point donne une augmentation, une diminution? Et au-delà du signal plus moins 20, moins 30, 40, plus 20, on est très intéressé, nous, à regarder cette convergence puisque c'est un fort indicateur de la robustesse des simulations. Si sur 17 modèles, on en a 16 qui disent: «OK, on va vers une augmentation», c'est un signal qu'on appelle robuste et c'est ce qu'on observe souvent pour les températures, par exemple, des choses assez fiables. Si par ailleurs sur ces 17 modèles, on en a, la moitié qui montre une augmentation, la moitié une diminution, comme c'est souvent le cas par exemple pour les précipitations, bah là on est un peu embêté. En tout cas, le message, c'est de dire: «On n'a pas de fiabilité». Même si on a 2 ou 3 modèles qui donnent des augmentations ou des diminutions très, très fortes, on peut pas dire qu'on a un signal robuste. Donc les figures que j'ai montrées sur les changements climatiques, sur les différentes variables, y compris slide 24, c'est les plus extrêmes je crois, c'est voilà le pourcentage d'accord entre nos différents modèles. Oui, que penser de la consommation d'eau par les data centers et quel impact peut-on en prévoir? Alors, il y a un aspect eau et un aspect énergétique aussi. Il faut savoir que même quand on fait une requête sur Google, on sait que ça consomme derrière, beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau, notamment pour le refroidissement. Alors après, moi, je suis pas du tout un spécialiste de la question, mais ce qui est évident, c'est qu'avec l'explosion, là, notamment de tout ce qui est, ChatGPT, tout ce qui est intelligence artificielle, on a des besoins énormes. On utilise, hein, ces outils, pour différents travaux de modélisation et j'ai pu mesurer la différence, enfin le temps que ça prend ou le volume de calcul que ça prend et donc le besoin en refroidissement et donc oui, ça c'est un facteur très important. Après, on voit plein de choses un petit peu exotiques, hein, sur, des gens qui vont enfouir des data centers, dans les océans, dans les régions au nord et cetera. Donc voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'impact environnemental, au-delà même de l'aspect uniquement consommation d'eau, est potentiellement très important de cette explosion du numérique et notamment tout ce qui, a trait à l'intelligence artificielle. Merci, moi j'avais une question un peu corollaire sur, enfin tu parlais de l'énergie, il y a aussi la question du nucléaire qui pourrait, enfin je sais pas où ça en est, mais est-ce qu'on peut aussi prédire un peu, j'ai l'impression qu'il y a une demande quand même assez importante en refroidissement pour les centrales nucléaires.
Est-ce que ça, c'est des choses qui sont aussi modélisables, sur lesquelles... Alors effectivement, ça c'est un problème majeur puisque, bah, les centrales nucléaires sont souvent à côté, de cours d'eau, de grands Mm, fleuves. Par exemple, sur le Rhône, il y a pas mal de centrales qui ont besoin d'eau pour se refroidir. C'est évident avec la hausse drastique des températures et notamment des températures de l'eau, que ça peut poser des problèmes et on peut arriver jusqu'à des situations où on doit ralentir, voire arrêter des réacteurs, dans la mesure où les températures pourraient être beaucoup trop élevées, par exemple, en plein mois d'août, pour, permettre, ce refroidissement. Donc ça, c'est vraiment, effectivement un impact attendu majeur, sachant que le nucléaire, c'est un gros consommateur d'eau. Alors c'est pas de l'eau qui est consommée, c'est-à-dire mm. elle est prélevée, elle sert à refroidir les centrales et rejetée dans le milieu. Elle s'évapore pas, elle disparaît pas complètement. Mais voilà, il y a quand même un impact important. Super, alors je continue avec... alors Cécile Zuconnet demandait si on pouvait se procurer le guide en format papier. Comme le précédent, alors ça, je sais plus trop où ça en est, et c'est dommage que Eva ait dû partir aussitôt. Le plus simple, c'est d'aller envoyer un mail à contact@oce.global. Enfin, vous trouvez sur le site en fait le formulaire de contact pour voir les modalités. Je pense que c'est encore possible, mais il y a certaines modalités de print and demand. Ensuite, il y a Madeleine qui pose la question dans la suite de cette question, que se passe-t-il pour le secteur production et ensuite producteur pour l'eau en bouteille? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, l'actualité nous montre le scandale des eaux minérales, ce qui est davantage un problème de qualité que de quantité. On voit clairement qu'il y a des eaux, qui auparavant étaient complètement, on va dire propres, isolées de toute contamination, maintenant peuvent être sujettes à des contaminations, notamment liées aux pesticides, à beaucoup d'activités agricoles. On a vu ça dans les Vosges aussi il y a quelques années. Donc là, c'est plutôt un aspect qualité de l'eau sur lequel je suis pas vraiment spécialiste, mais en tout cas, on voit tous qu'il y a des impacts importants. Ensuite, sur l'aspect ressources, déjà, il faut penser à quelque chose, c'est que l'eau en bouteille a un coût, faramineux par rapport à l'eau du robinet. Donc ça, il faut garder ça aussi en tête. Il y a l'aspect aussi, environnementales liées aux bouteilles en plastique, et cetera. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes les zones qui sont dépendantes de l'alimentation en eau de surface, notamment, liées aux cours d'eau, et cetera, il faut s'attendre à des situations potentiellement problématiques, notamment dans les périodes de stress hydrique pendant les sécheresses. Super, alors je passe un peu de questions plus logistiques. Effectivement, est-ce qu'il existe une possibilité d'accès au diaporama de présentation des webinaires précédents? Normalement, c'est sur le site, mais en fait, notre site va être en... Alors, c'est à la fois sur le site et à la fois aussi sur les newsletters. Et ça, pareil, à la limite, si vous ne le trouvez pas sur le site, n'hésitez pas à envoyer un mail via le formulaire de contact du site pour demander à avoir accès ou qu'on vous aide à trouver l'accès aux anciens webinaires qui ont tous été enregistrés, effectivement. Ouais. Donc, question plus. Au niveau local, alors Laurence demande au niveau local, par exemple, un département, vers quelle structure se tourner pour qu'il y ait des interventions en classe? Alors, Alors, moi, j'interviens régulièrement dans des classes, hein, plutôt collège ou lycée. En général, on est contacté, soit directement par les établissements. Il y a toujours un contact, pédagogique, et cetera, par exemple dans mon institut à l'IRD, mais aussi au CNRS ou dans les universités, ou aussi au niveau de l'académie. Par exemple, je sais que dans, l'académie de Montpellier, il y a des formations, dédiées aux enseignants qui ensuite des fois sont déclinées dans les classes. Donc voilà, c'est les 3 vecteurs en fait qui sont envisageables. super, donc se rapprocher effectivement des académies aussi pour les formations. Pareil, du coup, je rebondis un peu sur à l'OCE. Nous, on travaille aussi pas mal avec les académies ou sur les PNF, et donc on essaie d'intervenir de cette manière, comme les maisons pour la science aussi, sur les territoires qui font du lien entre scientifiques et formation continue des enseignants. Où en est-on de la question de la désalinisation de l'eau de mer? C'est la question de Gaël, et après on reprendra peut-être une autre question et on va devoir finir là-dessus. Alors ça, c'est une question importante puisqu'il y a des pays qui ont beaucoup misé là-dessus. Par exemple, en Algérie, ils développent ça beaucoup, notamment parce qu'il y a des ressources pétrolières qui permettent d'alimenter ces systèmes. Il y a 2 impacts, extrêmement importants. Un, l'aspect énergétique. C'est des techniques qui demandent énormément d'énergie, donc ça pose quand même un problème de logique à, par exemple, alimenter, avec une centrale à charbon, des usines de désalinisation, parce que là, on participe, à aggraver le problème.
Deuxième aspect, c'est l'aspect pollution, puisqu'en fait, la désalination rejette des quantités d'eau saumure, donc d'eau saumâtre extrêmement salée, très, très importantes. Donc envisager ça à grande échelle, ça pose vraiment un souci d'ordre écologique et parce qu'il faut bien mettre quelque part cette saumure, on va polluer les terres, on va remettre si on remet ça en mer, enfin voilà, c'est pas évident. Après, il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'il y a des régions qui sont dans des situations de stress extrême et quand on a des problèmes pour l'alimentation en eau potable des gens, hein, pour boire de l'eau, eh ben, il y a peut-être des solutions qui localement sont, légitimes pour pallier, à ces problèmes. Donc, globalement, il y a un effet très négatif de la désalinisation, mais comme toutes les mesures d'adaptation, elles sont à contextualiser, en fait, selon la région, le pays dans lequel on se trouve. Mais en tout cas, en France, c'est certainement pas une approche, à mon avis, très, très légitime. Super, bah, merci. Alors je prends les deux dernières questions. Enfin, il y a plutôt une remarque, j'ai l'impression, alors de Nathalie qui dit que dans les entreprises commencent à développer des techniques pour refroidir les data centers à partir de fluides diaélectriques renouvelables par immersion des composants électroniques et dont la chaleur captée à partir des data sera redistribuée dans les locaux. Transfert de chaleur. Donc, je sais pas si tu veux commenter sur... Je suis pas compétent sur cet aspect-là, mais en tout cas, ce que ça suggère, c'est que voilà, il y a quand même des pistes assez malignes pour, par exemple, utiliser cette chaleur produite pour d'autres usages. Voilà, ça montre en fait qu'au niveau technique, au niveau technologique, il y a quand même pas mal de pistes, à creuser. Et enfin, Georges, bon, je prends les deux dernières, après on arrête. Georges qui dit qu'il demande, est-il vrai que plus 1 degré au niveau mondial entraîne plus 7% de précipitations en plaine et le double en montagne? Alors, moi, je connais pas ces chiffres, hein, pourquoi ils seraient doublés en montagne. Euh, Certain, c'est qu'il y a une relation de la physique qui lie, on va dire, le degré de réchauffement, la température de l'air avec la capacité à stocker de l'eau. Et en fait, il faut comprendre que cette relation, c'est une physique théorique, on va dire, mais elle est très modulée au niveau local en fonction de l'eau disponible. Donc, c'est pas du tout une relation univoque partout pareil, mais il y a de fortes variations régionales ou par exemple entre des zones de plaine et de montagne. Après, moi, j'ai pas de chiffres précis qui permettraient d'affirmer qu'il y aura un doublement de cette relation en montagne. Ça marche. Bon, on va finir là-dessus. C'est un peu d'actualité en plus, mais d'un point de vue général, on entend parfois parler de guerre de l'eau par rapport à ce qui a été projeté, donc ce que tu as pu nous dire. Que peut-on en penser? Alors, guerre de l'eau, ça peut se comprendre à deux niveaux. Guerre des usages, par exemple en France, comment on arbitre en fait les demandes pour l'eau potable des gens, pour l'irrigation de l'agriculture, pour plein de choses. Donc là, c'est pas vraiment, enfin, c'est une mini-guerre, on va dire, c'est des guerres très locales. Mais Mhm. on peut s'attendre à l'augmentation de la pression là-dessus, parce qu'il faut bien, à un moment donné, arbitrer dans un contexte de réduction de la disponibilité en eau de surface, notamment, on a vu pendant l'été. C'est clair qu'il y aura des arbitrages à faire, donc ça, voilà, c'est peut-être pas une guerre au niveau nucléaire, mais voilà. Et au niveau, par contre, guerre plus, plus importante, effectivement, au niveau de certains pays, on a déjà des situations très tendues, par exemple, avec des zones amont-aval, entre, par exemple, des zones au Moyen-Orient, des barrages en Turquie, par exemple, qui alimentent ensuite, par exemple, l'Irak et les régions en dessous. Enfin, voilà, il y a plein de régions où, en fait, il peut y avoir des aspects géopolitiques importants. Et dans des régions où on attend des perturbations fortes sur cette ressource en eau, qui sont par ailleurs déjà des régions en tension, on peut s'attendre effectivement à des difficultés croissantes à ce niveau-là. Merci beaucoup. Bah, on va conclure là-dessus sur cette question enfin, cette réponse très claire. Merci beaucoup Yves et pour répondre à Emmanuel pour une dernière question plus sur est-ce qu'on aura une nouvelle session de webinaire? Alors je sais ça, pour le coup je saurais pas dire. C'est vraiment on va faire le point dans l'équipe savoir. Voilà, enfin, je rappelle un peu que le contexte de ces webinaires qui ont été initiés parce que c'était l'année des géosciences et donc c'était un genre de partenariat pour mettre en lumière la question des géosciences via des chercheurs du CNRS. Et donc on réfléchit, nous, bah, continuer ou améliorer ou changer. Donc vous serez évidemment informés. Mais on trouve que c'est des moments qui sont assez intéressants et qui permettent de mettre en lumière de la recherche qui se fait et qui semble intéresser de nombreux enseignants. Donc je pense que c'est une formule qu'on aimerait continuer à développer. Bah, je vous remercie beaucoup d'être resté et d'avoir posé autant de questions. Et puis merci énormément Yves pour la présentation, la réponse aux questions et aux discussions.
Merci à On vous. peut clore là-dessus. Merci.